remercier également les militantes et les militants du FSS, et remercier notamment le fédéral d'Alger, qui m'a offert cette opportunité et cette tribune pour parler. Ce ralentissement a pesé de ses effets sur la croissance des économies à travers le monde. L'Algérie, qui n'est pas totalement intégrée dans l'économie internationale, connaît et connaîtra fort probablement dans un prochain avenir des effets indirects de cette crise, mais d'une manière moins sévère qu'en Europe. Le paiement de la dette par anticipation, la constitution d'un fonds de réserve et surtout la volatilité des prix des hydrocarbures ont permis à l'Algérie, à court terme, d'éviter un scénario catastrophe similaire à celui qu'elle a connu en 1986. Cette opportunité présente l'occasion de redresser l'économie par l'exécution de profondes transformations structurelles qui engendreraient des effets réels sur l'économie et sur l'emploi à long terme et de repenser un modèle de développement permettant de réussir une réelle transition vers l'économie de marché et d'édifier une croissance libérée de la dépendance aux hydrocarbures et dépasser les avatars d'une politique de développement basée jusque-là sur la rente pétrolière. L'analyse de la structure de l'économie algérienne démontre une forte dépendance à cette rente. Cette équation est facile à appréhender lorsque l'on constate que cette économie est plus rentière qu'elle n'est productive et efficace. Donc les finances dépendent essentiellement des hydrocarbures. Les prévisions, le financement du budget, les importations et même l'alimentation et les médicaments sont financés avec les ressources des hydrocarbures. Tout événement qui pourrait réduire la demande internationale ou engendrerait une faiblesse durable des prix du pétrole aurait des conséquences dramatiques, sinon fâcheuses, sur l'économie algérienne. L'État, ayant été omnipotent pendant plus de 3 décennies, n'est pas prêt à renoncer au monopole qu'il exerce sur l'intérêt général. L'État prend soin d'éviter un transfert de sa légitimité vers la société civile. Néanmoins, sa stratégie n'est pas aussi frontale que durant la période du monopartisme. Elle introduit une dose de concertation et de participation, mais elle ne fait pas appel à la population que de manière résiduelle et en gardant la direction et le contrôle des opérations. La population n'étant consultée en amont que pour faire émerger des besoins impliqués en aval pour des tâches d'exécution, parfois pour apporter sa contribution financière, sachant qu'elle est défavorisée par rapport à l'ampleur des moyens que peut mobiliser l'État. Plus fondamentalement, il faut convenir que l'État reste encore un acteur dominant, sinon exclusif en matière de prestations à la population et le développement local à travers ses démembrements. Le développement concerté à la démocratie participative demeure encore des pratiques marginales pour des raisons psychologiques, car le dialogue est difficile et le chemin est encore lent pour acquérir une culture de concertation, pour des raisons techniques, car le point et les ressources des différents acteurs ne sont pas les mêmes. Il a fallu plus d'une décennie pour se préoccuper du problème de la modernisation de l'administration et pour que la problématique du niveau local connaisse un début de formulation. Même si elle n'est pas encore tout à fait perçue dans toute sa dimension, elle est jusqu'alors réduite à sa façade, soit la relation entre l'administration et les populations qu'elle administre. Ce qui dénote de l'étroitesse de l'angle à partir duquel le gouvernement veut s'attaquer à une question qui est pourtant largement plus complexe par la diversité des parties prenantes et les aspects de la vie politique et sociale qu'elle met en jeu. De nombreuses études réalisées ont montré que la prise en charge au niveau local est une nécessité pour que les politiques publiques aient une chance de succès et pour que la citoyenneté ait une consistance plus palpable pour encourager les administrés à s'impliquer dans la vie de la cité. Les premières alertes étaient le fait des universitaires soucieux de la faiblesse de la décentralisation et du mode de gestion des collectivités locales qui avaient tendance à réduire le pouvoir des élus notamment. Les études entreprises par les collectivités locales au niveau central se sont beaucoup plus inquiétées des conditions d'amélioration des capacités de la ressource humaine au niveau local. Les résultats avaient montré que le niveau d'encadrement des mairies, des daïras et des wilayas était largement insuffisant pour que les administrations locales puissent fournir un service qui réponde aux normes d'une part et aux attentes des administrés d'autre part. Les années du terrorisme ont aggravé la situation de sous-administration et ont approfondi le fossé entre la population et l'administration. Elle était tout aussi incapable de faire face aux attentes des citoyens, ne serait-ce que dans la mise en place d'un système d'écoute ou de concertation pour au moins désamorcer les conflits les plus importants. Cette étape est marquée par l'absence
absence d'échange entre les décideurs locaux et les populations. Aujourd'hui, les constats réalisés révèlent également des problèmes de gouvernance au niveau local, au niveau local, et recommandent fortement des initiatives courageuses pour qu'elles soient enracinées pour une véritable démocratie locale. Étymologiquement, le mot gouvernance proviendrait des mots grecs kyberman et kybernet, qui signifient respectivement naviguer et piloter. Il implique aussi la conduite ou l'utilisation d'un mécanisme quelconque afin d'assurer à la société une direction qui conditionne le bon fonctionnement d'une institution publique ou d'une institution privée. Appelée aussi gouvernance territoriale, la gouvernance locale marque une vision du territoire dont le nom vise ainsi la croissance et le développement humain durable. Les caractéristiques sont la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte, la participation et la prise en compte des besoins de la population. Le programme des Nations Unies pour le développement ne distingue pas entre la bonne gouvernance et la gouvernance démocratique. Et donc l'objectif est identique, c'est l'amélioration de la participation des populations et la transparence des autorités. Selon la Banque mondiale, une bonne gouvernance recouvre aussi bien les capacités du gouvernement à gérer efficacement ses ressources et à mettre en œuvre des politiques pertinentes pour que le respect des citoyens et de l'État ainsi que l'existence d'un contrôle démocratique sur les agents chargés de l'autorité. La gouvernance locale fait appel à la notion de proximité, les limites de démocratie représentative et les procédés participatifs administratifs appellent à explorer d'autres voies. Elle imprime une évolution à la démocratie locale en voulant faire du citoyen un acteur à part entière dans le sillage du discours sur la bonne gouvernance. La participation gravisse un échelon supplémentaire en situation les relations sur un plan partenarial, c'est-à-dire égalitaire, passant de la réglementation à la régulation, de la règle au contrat. Les modes d'intervention d'administration deviennent flexibles dans le cadre de la gouvernance qui s'appuie fortement sur l'idée de la démocratie locale. L'État devient un acteur comme tous les autres. La gouvernance introduit d'autres espaces et formes de régulation. La décision publique n'est pas prise unilatéralement comme c'est le cas dans le modèle bureaucratique. Dans cette configuration de la gouvernance, la négociation gomme les dichotomies entre l'État et la société, entre le politique et l'économique, entre le public et le privé. Le lien entre la société civile et la gouvernance apparaît alors évident. L'efficacité économique ou organisationnelle doit aussi avoir pour finalité la dignité humaine, le renforcement de l'état de droit et le respect des valeurs démocratiques. Ce sont des valeurs pour lesquelles notre parti, le FFS, a toujours lutté depuis sa création. La justice, l'équité, la primauté du droit, un état démocratique sont les fondements de la politique du FFS. Le but de la participation du FFS aux élections locales est d'asseoir une stabilité au niveau des wilayas et communes, afin que leurs populations respectives puissent aspirer à un développement durable dans la sérénité. Le FFS estime qu'il est temps de corriger la gestion des collectivités locales et qu'il faut reconnaître la déliquescence de l'administration locale qui est à la fois liée aux problèmes de mentalité, de moyens ainsi qu'à l'intervention sans cesse du pouvoir de tutelle, limitant leur pouvoir d'action. Les collectivités locales doivent désormais trouver leur place sur un marché des investisseurs et créateurs d'emplois, d'où la nécessité de se doter d'une identité, de promouvoir son territoire à destination d'aides publiques externes et de valoriser l'environnement et le cadre de vie en remplaçant l'urbanisme sauvage par une politique d'aménagement du territoire. Le FFS insiste sur la nécessité de construire une organisation qui garantirait un développement local basé sur l'information en reliant les acteurs publics et privés engagés dans une dynamique de projet sur un territoire, d'initier une réforme fiscale locale, d'offrir des capacités financières importantes qui leur permettraient de réaliser leurs projets de développement, de développer le secteur agricole, d'améliorer l'environnement économique et écologique, de réhabiliter le service public à travers la gestion de proximité pour une meilleure cohésion sociale. Le FFS recommande à ces candidats d'être une force de proposition en
en étant à l'écoute du citoyen pour comprendre ses besoins et ses préoccupations. Les nouvelles responsabilités qui seront conférées aux élus locaux doivent leur garantir une plus grande autonomie et une véritable décentralisation dans l'exercice de leurs fonctions en tant que gestionnaires de la cité ayant acquis une légitimité politique. Consolider le pouvoir décisionnel des assemblées élues à travers l'élargissement de leurs compétences et assurer une participation active des citoyens au processus des décisions dans les affaires les concernant. Pour plus de sincérité, pour plus de transparence, nous vous invitons tous d'être au rendez-vous le 29 novembre pour dire à